messieurs, bonsoir, bienvenue sur For You Télévision, bienvenue à cette dernière production de la semaine. Comptons pour le grand journal. Les titres: tension entre la République démocratique du Congo et effectivement le Rwanda. L'ONU a donc tout simplement donné sa version. Un rapport transmis au Conseil de sécurité de l'ONU note que l'armée rwandaise a lancé des interventions militaires contre des groupes armés congolais et les positions des forces armées congolaises depuis novembre 2021 et ce jusqu'en juin 2022. Au Sénégal, c'est l'opposition qui se hisse donc à hauteur du pouvoir. Jamais dans l'histoire de ce pays de l'Afrique de l'Ouest, un scrutin législatif n'aura été aussi serré. Selon donc les résultats publiés jeudi par la Commission nationale de recensement des votes, la coalition des partis alliés au président Macky Sall, Benno Bokk Yakaar, remporte 82 des 165 sièges de l'Assemblée nationale. Elle arrive donc en tête avec d'un cheveu, mais perd la majorité absolue à un député près. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonsoir et merci d'être des nôtres pour cette édition du Grand Journal. Démarrons-le avec, bien évidemment, une histoire d'intégration sous-régionale entre, bien sûr, deux pays frères et amis. Il s'agit du Mali et, bien sûr, de la Guinée qui ont donc décidé, hier, jeudi 4 août, de renforcer les corridors ferroviaires et, bien sûr, routiers entre leurs deux États. C'est ce qui ressort d'un conseil de ministres spécial de la République de Guinée auquel une délégation malienne a donc pris part sous l'initiative du président de la transition guinéenne, Mamadi Doumbouya. Plus de détails dans cet élément. Tout est parti de l'initiative du président guinéen, le colonel Mamadi Doumbouya, a convié à la session spéciale du Conseil des ministres de la République de Guinée ses hôtes. Un geste considéré par le ministre malien des Affaires étrangères Abdoulaye Diop comme le témoignage de l'engagement panafricain du président Doumbouya comme du président Goïta. C'est un geste d'union, d'unité et de solidarité. Ce qui fait dire que les peuples maliens et guinéens comprennent exactement la portée de cet événement. À la sortie du Conseil des ministres, les deux pays ont décidé de matérialiser certains projets liés aux infrastructures routières et ferroviaires en vue d'augmenter les volumes commerciaux de la Guinée et du Mali. Selon Bernard Goumou, Premier ministre par intérim de la transition de Guinée, le chef de l'État a demandé aux ministres guinéens et maliens de se mettre ensemble et de travailler sur 3 axes: économique, social et politique, dans le bien-être des deux populations. Le président a également insisté sur le fait que les deux États devraient se mettre ensemble pour trouver des voies et moyens en matière d'infrastructures et de voies ferrées. Abdoulaye Diop a par la suite exprimé la profonde gratitude du président de la transition du gouvernement et de l'ensemble du peuple malien à l'endroit du chef de l'État et du peuple guinéen. Cela pour la solidarité infaillible et remarquable dont le Mali a bénéficié de la Guinée suite aux sanctions inhumaines, illégales, injustes et illégitimes de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Après Conakry, la délégation s'est donc rendue à Nouakchott où elle a été reçue par le président mauritanien Mohamed Ould Ghazouani pour livrer le même message de remerciement du président Assimi Goïta. Nous l'annoncions en titre, les législatives comptant pour cette année 2022, du côté bien sûr du Sénégal, sont donc passées et les résultats sont tout aussi connus. Le camp présidentiel a justement perdu la majorité absolue à l'Assemblée nationale, mais il reste quand même en tête d'une très courte avance, une avance vraiment minime selon donc les résultats officiels provisoires dans ces élections législatives du 31 juillet proclamées donc le jeudi 4 août 2022. La coalition du président Macky Sall a donc est passée avec 125
députés à 80, est passé de 125 députés à 82 sur les 165 justement que compte l'Assemblée nationale. L'opposition, quant à elle, a donc confirmé la dynamique qui l'animait justement durant toute la phase consacrée aux différentes campagnes électorales. Et donc dans cet élément que nous propose M. Nguéné, nous allons quand même essayer de comprendre ce qui s'est véritablement passé. C'est un vote sanction contre la coalition Benno Bokk Yakaar. Un fait historique pour une formation au pouvoir de perdre la majorité absolue. Entre 2017 et 2022, la coalition du président Macky Sall est passée de 5,25 à 82 sièges sur les 165 contre l'Assemblée nationale. Conséquence directe, le parti au pouvoir doit désormais s'appuyer sur d'autres forces au Parlement pour faire passer ses lois. Une contrainte qui ne semble pour autant pas déplaire à Macky Sall, qui juste après la publication des résultats provisoires par la Commission nationale des recensements des votes a salué le peuple sénégalais pour l'exemplarité de la démocratie, la crédibilité du système électoral et a félicité tous les acteurs pour l'excellente organisation et la couverture de ce scrutin. Pour l'opposition, c'est une belle percée que vient de réaliser la coalition Yewwi Askan Wi formée autour d'Ousmane Sonko et Wallu Sénégal dirigée par l'ex-président Abdoulaye Wade, élu député pour la circonstance. L'opposition sénégalaise confirme donc ainsi son dynamisme initié lors des élections locales de janvier 2022, notamment dans certaines grandes villes du Sénégal. Selon certains observateurs, cette nouvelle cohabitation au Parlement pourrait convaincre le président Macky Sall de renoncer au projet qui lui est porté de se représenter à la présidentielle de 2024. Rappelons que ce dernier, qui a été élu en 2012 pour 7 ans, réélu en 2019 pour 5 ans, maintient toujours le flou sur ses réelles intentions. Et nous restons dans le sillage des élections, cette fois-ci du côté du Soudan du Sud, pour dire que les élections sud-soudanaises, donc prévues en février 2023, ont donc à nouveau été repoussées. Le gouvernement d'Union nationale a annoncé qu'il resterait en place encore 2 ans, ce jusqu'en février 2025. Ces élections devraient alors mettre fin à la transition post-guerre civile instaurée depuis février 2020. Selon le gouvernement, la nouvelle feuille de route, présentée donc hier jeudi 4 août, vise à relever les défis qui entravent la mise en œuvre de l'accord de paix signé en 2018. Après des années de guerre sanglante, Salva Kiir et Riek Machar ont accepté de gouverner ensemble en 2020. Entre 2013 et 2020, leur rivalité aurait fait près de 400 000 morts et des millions de déplacés. Des représentants étrangers comme le Royaume-Uni, la Norvège ou encore les États-Unis ont boudé l'annonce de cette prolongation, indiquant que les dirigeants n'avaient pas consulté la population. De nombreuses dispositions de l'accord de 2018, comme la rédaction d'une constitution, une réforme de la gestion des finances publiques et l'instauration d'institutions judiciaires, restent inappliquées en raison notamment des querelles persistantes entre les deux rivaux. Toujours dans le sillage des élections, cette fois-ci du côté du Kenya, pour parler des élections présidentielles et dire que le vote électronique sera donc scruté de très près. Et donc, il faut le rappeler, ces 9 dernières années, le pays s'est tourné vers des dispositifs électroniques afin justement de renforcer la crédibilité et surtout la fiabilité justement des élections. S'ils ont donc permis, avec cette méthode, d'augmenter le nombre d'électeurs, des doutes planent tout de même sur son efficacité. C'est du moins ce que nous fait savoir Bala. L'introduction du dispositif électronique dans les élections au Kenya a régulièrement été source de controverses et de suspicions. À la suite des violences post-électorales commises de 2007 à 2008, les autorités ont introduit une part des technologies dans le processus électoral. Et ceci pour justement tenter de crédibiliser les résultats et limiter les délais d'annonce qui ont toujours été une source de tension. Justement, elles concernent principalement l'inscription sur les listes électorales, l'identification au bureau de vote et la transmission des résultats. Précisons que l'enregistrement des électeurs par des kits biométriques mobiles
a permis de gonfler le nombre d'inscrits, passé de 14,3 millions en 2013, 19,6 millions en 2017 et 22,1 millions cette année, dans ce qui est unanimement reconnu comme une avancée démocratique majeure. Cependant, beaucoup gardent espoir que ce dispositif donne les résultats attendus, car notons qu'en 2013, le système informatique avait largement failli, contrairement à la commission électorale qui a basculé sur un système manuel. L'opposition, menée par Raila Odinga, avait donc dénoncé une action délibérée de sabotage en faveur du vainqueur, Uhuru Kenyatta. En 2017, l'identification biométrique avait correctement fonctionné, mais la transmission des résultats avait été au cœur de la contestation de la réélection de Kenyatta. En cette année 2022, la commission électorale en abrégé IEBC a mené des tests de transmission de résultats en fin juin sur 2900 bureaux de vote avec un taux de réussite de 46%, puis fin juillet sur un échantillon réduit de 580 bureaux avec 92% de succès. Pour limiter les possibilités de fraude, les formulaires de résultats seront photographiés et envoyés sous forme de photos et non en fichier texte comme en 2017. Ils seront ensuite recoupés avec les originaux papiers acheminés physiquement. Nous l'annoncions également en titre dans le cadre bien sûr de cette édition du Grand Journal. Le Rwanda et bien sûr la République démocratique du Congo avec la fameuse question d'insécurité. Un rapport donc de l'ONU a décidé d'accabler ainsi la partie rwandaise. Car nous le savons justement depuis plusieurs mois, les deux pays s'accusent donc mutuellement d'ingérence militaire. Et donc un récent rapport d'experts de l'ONU publié le 4 août confirme, preuve à l'appui, le soutien rwandais justement aux rebelles du M23 tout en accablant aussi la partie congolaise qui ne serait donc telle pas également exempte de tout reproche. Reportage. Un groupe d'experts des Nations Unies affirme avoir des preuves qui attestent du soutien rwandais aux rebelles du M23 qui sévissent en République démocratique du Congo. Dans un rapport confidentiel relayé par les médias le jeudi 4 août 2022, ces experts onusiens déclarent disposer de preuves solides attestant que les troupes rwandaises ont mené des opérations militaires dans l'est de la RDC. Kigali aurait selon ce rapport fourni des renforts aux troupes du M23 pour des opérations spécifiques, en particulier lorsque celles-ci visaient à s'emparer de villes et de zones stratégiques. Ce groupe d'experts, dépêché par les Nations Unies pour apporter de la lumière aux discordances diplomatiques entre le Rwanda et la RDC, détaille dans ce rapport des photos de soldats rwandais dans un camp du M23, des images drones montrant des colonnes, des centaines de soldats marchant près de la frontière rwandaise et des photos et vidéos montrant des combattants du M23 avec de nouveaux uniformes et équipements similaires à ceux de l'armée rwandaise. Un rapport tout aussi accablant pour le Congo, vu qu'il soutient que certains membres de l'armée congolaise ont soutenu et combattu aux côtés d'une coalition des groupes armés, confirmant selon ce même rapport avoir reçu des armes et des munitions de certains membres du FARC à plusieurs reprises. Nous espérons que les conclusions seront vite tirées pour mettre fin à l'ingérence du Rwanda et ramener une paix durable, a tweeté le porte-parole du gouvernement congolais après publication du rapport. Quant à la réaction de la partie rwandaise, elle est jusqu'ici attendue. Faut toutefois rappeler que le Rwanda a jusqu'ici rejeté les accusations du Congo qu'elle accuse de soutenir les rebelles des forces démocratiques pour la libération du Rwanda, en abrégé le FDLR, hostile aux autorités de Kigali et replié depuis 1994 dans l'est de la RDC. Et l'Afrique francophone, qui fait également partie de cette édition du Grand Journal, connaît donc une stagnation en matière de transparence budgétaire. C'est ce qui ressort d'une étude menée par l'ONG International Partnership, qui s'est donc focalisée sur 14 pays d'Afrique francophone afin de mettre en lumière leur gestion des finances publiques. Le point avec vous, Assam Zili. Le Bénin est le meilleur élève sur 14 pays d'Afrique francophone concernés en matière de transparence budgétaire.
déduit une étude de l'ONG International Budget Partnership qui a décidé d'évaluer les tendances sur la transparence dans la gestion des finances publiques. Le leadership du Bénin, qui s'en tire avec une position honorable, est selon la dite ONG marqué par une volonté politique qui s'accentue autour de la collaboration avec les acteurs de la société civile et l'usage du numérique à travers la création d'une plateforme Internet qui met en lumière le calendrier budgétaire. Dans ce top 3, on retrouve derrière le Bénin, la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo. Le Sénégal et le Cameroun suivent ce classement avec respectivement la 4e et 5e place. Au bas de l'échelle, on retrouve le Tchad, le Mali et les Comores qui enregistrent tous 0 points. Si cette étude réalisée sur la période 2019-2021 démontre que les pays d'Afrique francophone concernés connaissent des fortunes diverses en matière de processus budgétaire, elle conclut que l'Afrique francophone enregistre une stagnation en matière de transparence budgétaire avec un score moyen de 28 sur 100. Elle s'appelle Linda Thomas Greenfield. C'est bien sûr l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique à l'ONU qui a donc entamé une tournée africaine hier, justement 4 août, du côté de l'Ouganda, une tournée au cours de laquelle elle promet donc d'octroyer une enveloppe de 20 millions de dollars à ce pays, justement, pour essayer de remonter donc la pente. Cette aide financière permettra justement à l'Ouganda, pays qui subit lui aussi les contre-coupes de la crise russo-ukrainienne, avec bien sûr la flambée des denrées alimentaires. Padip Pouakap nous en dit plus. Après le séjour africain du ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, dont l'Ouganda aura été une des escales importantes, c'est au tour de l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique à l'ONU de fouler le sol de Kampala. Linda Thomas Greenfield est de passage en Ouganda dans le cadre de sa tournée africaine. Une visite qui intervient dans un contexte global marqué par une forte inflation que subit le continent africain à cause de la guerre en Ukraine. Fortement touché par les effets du conflit russo-ukrainien, l'Ouganda peut compter désormais sur le soutien des États-Unis, dont l'ambassadrice auprès de l'ONU vient d'annoncer l'octroi d'une enveloppe de 20 millions de dollars supplémentaires afin d'aider ce pays d'Afrique de l'Est à accroître ses investissements et à fertiliser ses céréales ainsi que d'autres cultures dans le but de faire face aux futures crises. Un soutien financier toutefois accompagné d'une mise en garde de la part de Linda Thomas Greenfield à l'encontre des pays qui décideraient d'acheter des produits russes qui font l'objet de sanctions américaines comme le pétrole. Car selon la diplomate américaine, si un pays décide de traiter avec la Russie alors qu'il existe des sanctions, alors il enfreint de ce fait les dites sanctions imposées par les États-Unis d'Amérique, voire celles de l'ONU ou encore celles des autres pays, et s'expose par ricochet aux mesures qui seront prises à son encontre. C'est donc une visite sur fond d'intimidation et de chantage aux pays africains et aux allures de compétition avec la Russie, très active, elle aussi dernièrement en Afrique, qui aura conduit Linda Thomas Greenfield en Ouganda. Sergei Lavrov, de passage à Kampala et d'autres capitales africaines, avait clairement fustigé les sanctions occidentales à l'origine de la flambée des prix des denrées alimentaires. Une accusation rejetée par Washington. Pour rappel, l'Ouganda est l'un des 25 pays d'Afrique qui, quelques mois plus tôt, s'était abstenu de voter la résolution de l'ONU condamnant la Russie après le déclenchement de la guerre en Ukraine. Et nous sommes en sport dans ce journal avec effectivement cette note en football pour parler justement de Bryan Mbeumo qui a donc décidé de dire oui au Cameroun. Courtisé donc depuis plusieurs années, Bryan Mbeumo dit enfin oui au Cameroun. C'était donc ce vendredi. Les Lions indomptables ont officialisé l'arrivée